Alors, nous allons parler des hommes qui ont peur de la lumière aux éditions Belfond. Et donc, on parlait de ça hier soir et on disait que c'est votre 26e roman et ça fait à peu près un livre par an depuis quelques années. Vous êtes un auteur prolixe, Douglas Kennedy. J'aime écrire. C'est surprenant. Point final. En fait, il y a des auteurs. Richard Ford, par exemple, le grand écrivain américain, c'est un roman tous les 10 ans. La même chose avec Franzen. C'est presque tous les 7-8 ans. Il y avait un écrivain, Harold Brodke. Il est célèbre à New York parce que, en fait, sa maison d'édition a attendu 26 ans pour un roman. Et il a dit toujours, oui, en fait, désolé, mais c'est un chef-d'œuvre. Et puis, elle est arrivée, c'était nul. Et puis, en fait, il a découvert qu'il était très, très, très malade avec le sida. Et il a écrit 3 livres pendant un an. Alors, ça, c'est intéressant. Oui, mais on parle quand même de vous ce soir. Oui. Et dans ce mais j'ai des antidotes. Et dans ce livre-là, ça raconte bien, en fait, vous, votre gourmandise d'écriture permanente, elle est nourrie aussi du fait que tout vous intéresse, tout vous passionne, vous lisez la presse tous les jours, vous êtes à l'affût des histoires qui se passent autour de vous. Celle-ci, elle raconte l'histoire d'un homme que vous avez réellement rencontré dans un taxi, dans un Uber. Oui. Ma fille a gagné une place dans un des grands conservatoires de drame aux États-Unis, à Los Angeles, Cal Arts. Et franchement, tous les 2 mois, j'ai passé une semaine à Los Angeles. Je suis rare parmi des New-Yorkais parce que j'aime Los Angeles. Et je commence d'utiliser des Uber. J'ai rencontré cette histoire dans le passé. Pourquoi? En fait, on peut franchement éviter le parking. B, je peux travailler pendant des bouchons et à Los Angeles, il y a un bouchon permanent. Et C, en fait, le soir, on peut boire sans problème. Et donc, je commence de parler avec tous les chauffeurs d'Uber. Un mec, en fait, c'était un soir costaud, fin de la cinquantaine, avec un tatouage de la marine américaine. J'ai dit mon grand partenaire était un capitaine dans la marine américaine. Franchement, je suis l'exception d'une famille des soldats. J'étais en fait le gosse bizarre. Et franchement, je lui ai demandé pourquoi Uber. Et il m'a expliqué qu'il était homosexuel. Ça, c'était intéressant pour un ex-soldat qui vit dans une caravane de manière très simple avec son mari. Et il y a 2 ans, il était licencié comme vendeur pour une entreprise de câbles qui était achetée par une autre entreprise qui était achetée par une autre entreprise. Ça, c'est le monde moderne. Pas de portable, madame. S'il vous plaît. OK? Non, pas de portable, s'il vous plaît. Okay? Pas de portable du tout. Oui, pas du tout, non. Après, après, je suis très content, OK? C'est une question de politesse pour les autres, OK? Et je suis obsédé par, en fait, des portables. Je déteste les portables, franchement. J'étais récemment au théâtre de Champs-Élysées pour une opéra de Offenbach, Le Père Richaud, et il y avait un mec à côté de moi. Après, au début du 2e acte, il commence le texte et je lui ai dit, est-ce que vous êtes un ado? Alors, j'ai mon téléphone sur la table parce que j'ai pas l'heure. Non, ça c'est cool. Alors, il est coupé. Et c'est coupé. En fait, alors, tu le jettes pas. Et c'est étant aussi, non, je pense. Alors, Brendan, on en revient à Brendan, ce personnage, voilà. Chauffeur d'Uber. Le chauffeur d'Uber. Et il m'a dit, maintenant, je bosse 60 heures par semaine et je gagne peut-être l'équivalent de 700 € pour 60 heures par semaine. Et immédiatement, j'ai une idée. Je lui ai demandé, pouvez-vous me donner votre 06? J'écris des romans. Je vais vous interviewer et je vais payer pour 2 heures de votre temps demain. Et on a eu une conversation où j'ai fait beaucoup de notes et j'ai découvert tout au sujet de l'Uber. Et immédiatement, ça c'était le début de quelque chose dans ma tête. Le fait que honnêtement, en fait, l'uberisation, en fait,
de la société, franchement, mondiale maintenant et partout. Le fait que, en fait, j'ai dit ça hier soir, on a des milliardaires et aussi avec des fortunes ridicules. J'ai lu, en fait, Jeff Bezos d'Amazon, 60 milliards de dollars. Combien de millions de dollars dans un milliard? Personne ne connaît ça. 1000. Donc, 1000, en fait, par 60. Ça, c'est la fortune de Jeff Bezos. Et il n'a pas... ce n'est pas quelqu'un qui a subventionné, en fait, beaucoup de choses. Au contraire. Et donc, ça, c'était le début de quelque chose. Créer, franchement, une histoire de notre société darwiniste sociale aujourd'hui aux États-Unis et aussi à Los Angeles. Et j'ai écrit au début de mon écriture, en fait, un roman à Los Angeles sans une scène sur la plage. Et aussi ou à côté d'une piscine. En dehors, franchement, de Hollywood, des choses comme ça. À Los Angeles, de la classe moyenne. Et la classe moyenne partout maintenant est franchement presque cuite. J'ai grandi à New York, à Manhattan. Mes parents ont grandi dans 2 quartiers populaires. Ma mère était allemande juive, mon père irlandais catho. Ça, c'est la culpabilité en stéréo. Et j'ai grandi dans un appart de 65 mètres carrés à Manhattan. Et ça, c'est impossible maintenant. C'est trop cher. C'est la même chose à Paris et franchement à Bordeaux aussi. Quand j'arrive dans une ville, je regarde les vitrines des agents immobiliers tout de suite parce qu'on apprend beaucoup comme ça. Les agences immobilières. Alors, ce livre raconte donc du coup l'histoire de Brendan, ce chauffeur de Uber est donc devenu le héros de ce livre. C'est un chauffeur de Uber qui a du mal à joindre les deux bouts. Mais dans ton livre, tu n'as pas gardé le fait que ce personnage soit homosexuel. Là, il est marié avec une femme qui est très pratiquante. Oui. Et le livre bascule à un moment donné dans un univers qui est parfaitement d'actualité, puisqu'il il nous invite à réfléchir sur la place de la religion dans notre société, aux États-Unis et surtout par rapport à l'avortement. Oui, et aussi, j'ai décidé, en fait, d'utiliser pas quelqu'un évangélique, protestante, mais un vrai catho, comme mon père. Bizarrement, pendant, je me suis baladé de mon hôtel d'ici et j'ai passé 5 minutes au cathédrale. J'ai allumé, en fait, une bougie pour papa. Même si je ne suis pas pratiquant, mais il était très pratiquant. Et chaque fois quand je suis à côté d'une grande cathédrale, je fais ça. C'était un petit geste. Quel rapport tu avais avec tes parents, puisque dans ce livre, il est beaucoup question de rapport, de filiation. J'ai un très bon rapport avec mes enfants. En fait, on est très proches. Avec mes parents, c'était un mariage pas terrible. Mais grâce à ça, pas à cause de ça, je suis devenu très indépendant, très jeune. J'ai écrit quelque chose dans toutes ces grandes questions sans réponse où j'ai expliqué quand j'avais 8 ans, mes parents étaient en pleine dispute, beaucoup de colère. J'ai demandé à mon père, est-ce que c'est possible, je peux aller à la bibliothèque, qui était 5 rues nord de nous à Manhattan. Et il m'a dit, voici $1. Il faut que vous reveniez dans 1h30 pile, ou il y aura des problèmes. C'est un vrai soldat. Et fais attention, ma mère lui a dit, c'est horrible. Il sera renversé par une voiture. Et mon père a répondu, vraiment, j'ai survécu l'Okinawa. Okinawa, c'était la bataille la plus horrible de la Deuxième Guerre mondiale. 200 000 morts. Donc, pour la première fois, j'ai quitté la maison. Je me suis baladé 5 rues à la bibliothèque. J'ai quel âge? 8 ans. Pas mal. C'était l'époque. Maintenant, un enfant 8 ans seul dans la rue, oh mon Dieu, on va appeler les services sociaux immédiatement. Mais à l'époque,
pourquoi pas? J'ai trouvé le rayon des enfants. Il y avait une bibliothécaire. Elle m'a dit, oh, quel est votre prénom? Douglas, enchanté. Je suis madame quelque chose. On va organiser un abonnement. J'ai un ticket de la bibliothèque. J'étais très fier. Qu'est-ce que vous aimez lire? Et elle a proposé 3 livres. Et après ça, dans toutes les pharmacies de New York, il y a toujours un zinc. J'étais là-bas, j'ai commandé une coca et j'ai ouvert un livre et j'ai lu pour 3/4 d'heure. Quel livre? Ça s'appelle en fait The Phantom Toll Booth. C'est un classique de la littérature américaine et c'est une histoire franchement de gosse qui a fui ses parents difficiles dans une petite voiture et il a trouvé un tunnel et il arrive dans franchement, l'ancien New York, le New York, franchement, des Hollandais. C'est extraordinaire. Mais j'ai pensé de ça aujourd'hui parce que après, en fait, le déjeuner, j'ai trouvé un café et j'ai ouvert, en fait, un livre. Et j'ai lu pendant 3/4 d'heure. Mais aussi pour moi, quand j'avais 8 ans, j'ai découvert, OK, il y a un monde en dehors de malheur de mes parents et aussi, on peut fuir d'une certaine manière. Et ça est devenu un grand thème dans mon écriture. Je pense que Freud a raison, en fait. L'enfance est partout dans la vie adulte. Alors, en tout cas, elle est souvent dans les romans de Douglas Kennedy. Il est beaucoup question du lien de père-fils, mère-fille. C'est un vrai sujet, mais donc ça, c'est un sujet qu'on a déjà abordé, avec toujours la difficulté de dire à ses parents qu'on les aime malgré tout, parce que c'est quand même un malgré tout. Dans tes livres, c'est souvent des rapports difficiles, mais pas dénués d'amour. Je pense que d'être un parent, c'est en fait le travail le plus important d'une vie. Et honnêtement, en fait, une autre chose, en fait, éviter la culpabilité avec les enfants. J'ai grandi avec une culpabilité immense. Et donc, mais la culpabilité, c'est un grand sujet que j'écris tout le temps. La vérité aussi, en même temps, je pense de ça récemment. Je ne suis pas amer ou torturé par mon enfance. C'était spécial, mais j'étais à New York. Je commence d'être très indépendante. Et une autre chose. Et franchement, en fait, mes parents, c'était des produits, en fait, de leur époque. Mon père est né en 27, ma mère en 28. Le parent était des victoriennes. C'était un monde avant Freud. Tu écris dans Ned Allen, je t'interromps, dans Ned Allen, tu écris, c'était une génération de gens qui sauvaient la face, qui souffraient en silence. Oui, la souffrance en silence. Jamais une conversation au sujet des émotions ou en fait des problèmes intimes. La psychanalyse, ça c'était pour des clowns à l'époque. En fait, on est dans une génération très différente maintenant, très, très, très différente. De l'autre côté, grâce à ça aussi, en fait, mon père m'a dit tout le temps, oui, dans la rue, fais ce que tu veux faire, mais en fait, j'étais un bon élève, je n'ai pas un enfant difficile ou un ado difficile, j'ai des très bons notes, j'ai gagné une place dans une très très bonne université, mais honnêtement, en fait, c'est intéressant maintenant, je pense, fréquemment quand je réfléchis de mes parents, on a une vie et c'est très courte, très très courte. Et pourquoi on choisit le malheur comme un système de climat? J'ai dit ça une fois à mon père quand il avait 70 ans. On a dîné à New York. C'était juste après le succès de L'homme qui voulait vivre sa vie. Et mon père m'a dit tout le temps quand j'étais jeune, en fait,
tes rêves de devenir écrivain, c'est idiot. En fait, il faut devenir un avocat, homme de fer. Tu peux écrire, en fait, pendant des soirées. Et j'ai répondu, je connais des avocats, ils bossent 60 heures par semaine. En fait, c'est impossible de faire ça. En fait, tu vas te rater. Il m'a dit ça, réellement. Et puis, soudainement, et je n'ai jamais demandé un centime de mon père après l'université. En fait, j'étais très fier de ça. Il n'a pas un centime aussi. Ça, c'est autre chose. Mais quand j'ai eu le succès avec l'homme qui, on a dîné, et je ne suis pas quelqu'un qui est très bling-bling. Au contraire, je ne suis pas très obsédé par des restos étoilés ou des choses comme ça. Je suis simple. Et honnêtement, mon père a insisté pour qu'on ait un dîner dans un resto étoilé et il n'a pas d'argent. Et je lui ai dit, c'est stupide, on peut trouver quelque chose de local. Non. Il commence à boire. Et après le deuxième vodka martini, et après deux vodka martini, c'est une vino stupidus, pas une vino veritas, mais une vino stupidus. Il commence à dire, je déteste ta mère. Et j'ai répondu, je sais ça. Je sais ça. Ça, c'est évident, en fait. Pourquoi tu restes? Il m'a dit, en fait, parce que, en fait, il faut que je reste. Et je lui ai dit, mais ça, c'est ton aspect catho. Et aussi, je sais que, en fait, tu as des maîtresses partout et j'accepte ça. Je ne suis pas contre ça. Je comprends exactement. Parce que ma mère était maniaco-dépressive. Et il me dit, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Et soudainement, il me dit, je veux une maison dans le Maine. Je veux un petit bateau. Je veux une ancienne 4x4. Peut-être je peux enseigner le business dans un collège ou une petite université. Et peut-être, en fait, je peux trouver une femme, la cinquantaine, qui est, en fait, saine. Et je lui ai dit, mais tout est possible. Et j'ai discuté avec lui, il n'a pas beaucoup d'argent, des finances, des choses comme ça. Et j'ai expliqué, ça c'est mon aspect, en fait, très romancier, très structuré, comment il peut faire ça. Et mon père a pris mes doigts et essayé de les casser. Et il m'a dit, comment oses-tu? Ça, c'est le personnage de Brendan. Brendan, il est marié avec une femme qu'il n'aime plus depuis des années. Oui, tout à fait. Et fait. réciproquement. Oui. Mais il ne bouge pas. Oui, et voilà. Et j'ai décidé d'une certaine manière d'utiliser la même histoire, mais avec un changement. Je n'ai jamais écrit un roman à clé de ma vie, mais j'utilise tout. Et voilà, bravo, en fait. Et c'est exactement comme ça. Et alors, ce personnage que tu avais rencontré dans un Uber, qui au départ était homosexuel, pourquoi il ne l'est plus dans ton livre? Parce que je pense que pour moi, c'était intéressant d'avoir quelqu'un pratiquant et catho. Et aussi quelqu'un, en fait, dans un mariage raté, mais qui a créé sa propre prison. En fait, je pense que ça, c'est un des grands thèmes de toute mon écriture. On crée sa propre prison, la plupart du temps. Mais c'est intéressant aussi. Qu'est-ce que c'est le destin? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un destin? Ou Tu penses que les choses sont écrites d'avance? Non, pas du tout. Je pense que c'est la musique du hasard. Dans la symphonie du hasard, tu écris que finalement, nous sommes la somme de tout ce qui nous arrive, mais surtout de la façon dont on interprète les événements qu'on rencontre dans sa vie. Oui, tout à fait. Mais tout est un choix en même temps. Et ça, c'est passionnant. Écoutez, en fait, j'ai une copine aux États-Unis, en fait, et elle a perdu son fils, en fait, le cadet, il y a 4 ans d'une overdose d'héroïne. C'était horrible. Et il avait 27 ans et il était propre pendant 1 an. Et bouf. Et elle est peintre et elle est devenue obsédée par, en fait, son travail. Je connais quelqu'un d'autre, en fait, c'était la mère un de mes camarades de classe qui est vendeuse après son divorce, vendeuse pour une chaîne de radio
la pub. Et elle a raté 3 contrats et elle s'est suicidée. Pourquoi quelqu'un va survivre une tragédie horrible et pourquoi quelqu'un enfin va se suicider après, franchement, en fait, un moment difficile dans la carrière. Ça, c'est le mystère. Ça, c'est toujours le mystère. Et Élise, ce personnage féminin dans ce livre, parce que donc Brendan est chauffeur de Uber, il a un mariage douloureux, et un jour il prend à bord donc une femme très classe, qui adore les livres et le vin, et qui lui demande de devenir son chauffeur pour l'accompagner dans des centres d'avortement. Et Élise, on ne connaît pas grand-chose de son passé, mais on soupçonne qu'elle vient d'un endroit où elle a souffert. C'est le cas ? Mais montrez-moi une vie sans la souffrance. Montrez-moi une vie sans, en fait, un aspect tragique. Levez la main. Voilà, c'est la preuve. C'est impossible. C'est le prix à payer pour vivre. Vraiment, montrez-moi une vie sans des déceptions. Surtout des déceptions personnelles. J'ai des déceptions personnelles, en fait. J'ai raté des choses comme tout le monde. Ça c'est un prix à payer. Élise, oui, en fait, c'est la musique du hasard. Elle est sa prochaine cliente Uber, c'était un après-midi, avec une adresse dans une banlieue 15 km de facto UCLA. Clairement, elle est très universitaire, 70 ans. Peut-être elle a fait la retraite. Polie, très de côte l'Est. Elle a des journaux. Elle est clairement intellectuelle et polie. Et ils arrivent dans une clinique d'avortement. Pourquoi? Il faut que vous lisiez le roman. Mais des choses arrivent. Et après ça, en fait, un événement arrive dans ce clinique et après ça, Brendan devient son chauffeur. Et elle est quelqu'un qui a fait, en fait, après la retraite, elle décide de devenir un doula. Ma fille a eu un professeur de CalArts, une femme africaine-américaine, et tous les week-ends, en fait, Amelia m'a expliqué, elle a travaillé dans une clinique d'avortement comme une doula. Qu'est-ce que c'est une doula? Une doula, c'est une femme qui est là-bas d'aider des femmes seules. Donc, et typiquement, j'ai interviewé une doula, et c'est passionnant parce que fréquemment, une femme arrive aux cliniques d'avortement, ou peut-être un ado aussi, en fait, après un viol, ou en dehors de la connaissance de, en fait, ses parents ou de son épouse ou son compagnon, ou franchement, en fait, simplement seule. Et si elle a besoin, en fait, d'aide, quelqu'un à côté d'elle avant, pendant et après l'avortement, voici une doula. Et c'est gratuit. Et la plupart des cliniques d'avortement aux États-Unis ont des doulas. La même chose pour la grossesse aussi. Et ça te fascine, en fait, ces personnages-là te fascinent. Ah oui, tout à fait. Et donc, en fait, quand Amelia m'a expliqué ça, immédiatement, le chauffeur d'Uber et en fait la femme qui est une doula, soudainement, j'ai pensé, bing, j'ai une idée. Alors tu écris, je t'interromps à nouveau, parce que t'es bavard et moi aussi, tu écris « On est en guerre contre le mâle blanc qui, sans ses privilèges, lui échapper. Il ne reculera devant rien pour garder le pouvoir. Ces salopards ne se plient à aucune règle. Ils piétinent les droits des femmes, les minorités, les émigrés, les personnes LGBT. Petit à petit, ils transforment ce pays en république bananière entièrement contrôlée par une élite d'ultra riches. » Donc, ce livre, c'est quoi? Un plaidoyer pour quoi? Oh, en fait, l'écrivain derrière de ce roman est un homme fâché, clairement. En fait, mais fâché. J'ai écrit ça pendant la dernière année de M. Trump. Et M. Trump, il est franchement le Mussolini américain, ou una duce, una voce, comme Mussolini a dit.
Et aussi, c'était clair, c'était évident, parce que Trump a l'opportunité de nominer 3 juges de Cour suprême et créer une majorité conservatrice, en fait, impossible d'éviter que l'avortement sera terminé. Mais c'est très intéressant, en fait. On commence de résister ça aux États-Unis. Par exemple, l'État le plus conservateur aux États-Unis, c'est le Kansas. C'est au milieu de l'État. Et j'ai voyagé dans le Kansas pour la première fois il y a 1 an pour le journal du dimanche, quand j'ai fait un grand carnet de voyage en pleine COVID aux États-Unis. Mais après la décision de Cour suprême, franchement, des progressistes en Kansas, il y a 3, 4, non, mais ils ont décidé de demander un vote pour consacrer le droit de l'avortement dans le Kansas. Ils ont gagné le vote 65% contre 35%. Ça, c'était extraordinaire. Il y a 2 semaines, en fait, on a eu des élections législatives. J'étais dans le Maine. J'ai appelé un copain, en fait, la nuit de l'élection. Je lui ai dit, je vais voir un film noir chez moi, en fait. Je vais voir, en fait, un film noir de Henry Hathaway, appelle Northside 770, avec James Stewart, parce que je ne peux pas supporter, en fait, le résultat. Mais je me suis levé très, très tôt et c'était une surprise. Franchement, on a perdu le Congrès, mais d'une marge hyper, hyper serrée. Dans le Maine, par exemple, on a une gouverneure, une femme, Madame Mills, hyper progressiste, en fait, très intelligente, contre, en fait, un ex-gouverneur, Monsieur Lepage, qui était comparé à Lepage, Trump et Montesquieu, ok, ou Montagne, on est à Bordeaux, à Montagne. Et tout le monde a pensé, il a décidé de regagner, en fait, le Maine. Il a perdu par 13%. Et partout, en fait, des candidats extrêmes, en fait, ont perdu des élections. Il y a quelques exceptions. Donc, ça, c'était le début d'une résistance américaine. Et pourquoi? C'était 2 groupes, des jeunes, comme la génération de mes enfants, parce que mon fils a 30 ans, ma fille a 26, mais mon fils vit à Londres. Donc, des jeunes entre 18 et 30 ans, et aussi des femmes. Les femmes ont voté, oui, ont voté. Alors, dans ce livre... Ça, c'était magnifique. Je vais dans ton sens. Dans ce livre, en fait, on le voit bien. Ça veut dire quoi? Que finalement, tout ce qui t'imprègne, cette actualité que tu suis de près et qui est dans tes livres depuis 26 livres, là, ça raconte quoi en ce moment? Tu comptes beaucoup sur les jeunes femmes, parce que dans ce livre, c'est le cas. Oui, en fait, il y a la personnage de fille de Brandon, en fait, Clara, qui est un peu comme ma fille, comme Amelia. J'ai utilisé son appart à Los Angeles dans le roman, mais aussi beaucoup de ses points de vue que j'aime énormément, comme Brandon. Mais oui, j'ai un certain espoir avec la nouvelle génération aux États-Unis et ailleurs, mais comment on va changer un système comme ça maintenant? Ça va changer parce que historiquement, tout change. Même si on pense que c'est impossible, même si on pense, comme Hitler a dit, on aura le Reich pour 1000 ans, ça durait en fait 12 ans. Typiquement, en fait, des choses changent. Peut-être pour le pire et puis pour le meilleur. Mais j'ai un certain espoir, mais je pense que ce sera un autre 30 ans. Et pour moi, en fait, j'ai décidé d'écrire quelque chose de manière d'un de mes polars, avec un rythme de polar où on va tourner des pages. Il y a le suspense, mais en même temps, hyper actuel. Et une vraie critique de la société américaine maintenant. Mais ça l'est dans tous tes livres. Et alors, quelle est la part de l'influence de ton intérêt, de ton amour pour l'histoire? Oh, c'est partout. C'est partout, en fait.
j'ai décidé avec c'était mon 4e roman, en fait, d'écrire quelque chose complètement différent parce que après Piège nuptial et L'homme qui et puis Les Déçois de Nell Allen, qui est le 3e, c'est un divertissement que j'ai écrit rapidement, mais c'est pas mal, mais ce n'est pas mon préféré. J'ai décidé, OK, je vais changer le chemin complètement. Et j'ai trouvé une idée. Je me suis baladé sur une plage dans le Maine. C'était l'été de 98. Une période difficile parce que on a découvert que mon fils était autiste cet été, et aussi il a eu une crise cérébrale et il est dans un état de catatonique pendant 3 mois. Maintenant, Max est photographe à Londres, complètement autonome, et franchement, il a eu en fait un grand en fait numéro de photographe. Journal du Dimanche, Le Figaro. Il travaille pour l'Orchestre symphonique de Londres. Il a un master's aussi, un homme remarquable. Mais 98, je me suis baladé sur une plage dans le Maine. J'ai vu une petite maison à côté de la plage, une femme, 73, 74 ans, très Nouvelle-Angleterre, très wasp, un visage, en fait, franchement, en fait, un peu froide, mais aussi avec des yeux où c'est clair, elle a vécu une vie. Et immédiatement, j'ai une idée d'un personnage, Sarah Smith. Et ça, c'était le début de La poursuite du bonheur, qui est un de mes romans les plus connus. Et j'ai décidé, OK, je vais essayer quelque chose de très classique, une fresque de la vie américaine pendant les années 40 et 50. Et clairement, en fait... Et poursuivi avec les autres romans, puisque clairement, ton écriture raconte l'histoire des États-Unis presque en temps réel. Oui. Hein. Je change tout le temps, en fait. Je change tout le temps. Après ça, j'ai écrit, en fait, Rien ne va plus, qui est un divertissement. Les chambres discrètes de la vie conjugale, ça, c'est les années 60, et aussi juste après le 11 septembre. Cet instant-là, c'est la guerre froide à Berlin. La symphonie du hasard, c'est les années 60. 70 et le début des années 80 aux États-Unis. Donc, j'utilise des choses comme ça tout le temps. Et celui-ci, oui, c'est maintenant, c'est complètement actuel. Et tu as signé aussi Aurore, qui sort là, on peut en parler en fait, et donc qui est l'histoire d'une petite fille qui devient un peu l'assistante d'un commissaire pour mener des enquêtes, et cette petite fille est autiste et elle ne parle pas. Oui. J'aime un défi, toujours, et j'aime changer, en fait, pas mon style, mais le sujet tout le temps, et essayer quelque chose de complètement différent. Et il y a quelques années, un copain à Paris m'a dit, pourquoi vous n'avez pas écrit quelque chose au sujet de l'autisme? Et j'ai répondu, parce que typiquement, franchement, en fait, c'est le point de vue des parents et un mariage qui va basculer, parce que ça, c'est typique, avec un enfant handicapé. Et je ne vais pas écrire ça, même si j'ai vécu ça. Et puis, soudainement, en fait, j'ai une idée, pourquoi pas du point de vue d'un enfant autiste. Et ça, c'était, en fait, soudainement, j'ai une idée, en fait. Et je commençais aussi, j'ai décidé, OK, et pourquoi pas, je vais créer une Française. Je vais oser d'écrire dans la voix d'une petite Française. Je commençais franchement, en fait, trouver une idée d'une fille 11 ans, et aussi avec l'idée que, en fait, quelqu'un qui est au milieu d'une famille typique, un divorce, en fait, son père n'est pas un écrivain de succès. Il a écrit quelques polars. Il vit maintenant avec une femme plus jeune dans un petit appart, 40 mètres carrés, dans le 19e.
Elle a 29 ans. Il est très bobo. Oui, très bobo. Oui, elle travaille dans le monde du tech. Elle est très sympathique, mais elle veut un enfant. On connaît cette chanson. Maman a quitté Paris parce que c'était trop cher. Elle travaille dans une banque et j'ai décidé, j'ai fait la recherche à pied, j'ai pensé, Fontenay-sous-Bois, idéal. Idéal. Une ligne de métro, pas non, franchement, le RER, pas de métro. C'est-à-dire que là, maintenant, tu annonces qu'avec cette série Aurore, tu pourrais commencer à faire la même chose sur Paris que ce que tu as fait sur les États-Unis pendant 25 ans en écrivant. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et la même chose aussi de manière différente avec La femme du cinquième, en fait. Oui. C'est un Paris en dehors des cartes postales, complètement. Ça, c'est mon truc, en fait. Dépeindre le monde qui est autour de toi. Et comme tu vis à Paris pas mal. Oui, pas mal. En fait, depuis 22 ans. Et j'ai maîtrisé la langue. Je fais des erreurs, mais avec un petit accent. Et voilà. Mais en fait, je vis une moitié de ma vie en français. Voilà, mais quand quelqu'un m'a demandé, avez-vous en fait Emily à Paris? Et j'ai regardé 15 minutes de ça, je pensais, ça c'est au-delà de pas terrible en fait. Mais parce que c'est des clichés. C'est des clichés. Il y a beaucoup de livres, surtout des romans américains au sujet de Paris. Ce n'est pas mon Paris. Et c'est un Paris des gens qui ne vivent pas à Paris. Donc, avec Aurore, l'idée aussi, une fille, en fait, oui, beaucoup de problèmes dans la famille, mais pas horrible. Une sœur, 14 ans, qui déteste Fontenay, elle est menacée par des pestes au lycée, et aussi, elle n'aime pas le fait que Aurore est spéciale et différente. Quand ma fille l'a lu, elle m'a dit, c'est moi. Mais ta fille encore. Et ta fille est dans beaucoup de livres, hein, oui, en fait. Elle est militante dans Les hommes ont peur de la lumière. On utilise tout. Oui, on utilise tout. Et alors, cette Aurore, cette petite fille Aurore, se réfugie dans un monde imaginaire qui s'appelle Sésame. Est-ce que ce monde imaginaire est aussi un peu le tien quand tu écris? Mais en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas un monde imaginaire? Le tien, il est très, très décrit quand même. Hein. Oui. Il est bien précis. En fait, oui. En fait, ma vie en parallèle, je suis un chef d'orchestre. Parce que j'adore la musique classique. J'ai un abonnement, j'ai un appart à Berlin. Ich spreche Deutsch auch. Das ist meine dritte Sprache, mais pas ce soir. Et en fait, j'ai un abonnement de 5 séries de la Philharmonie de Berlin. Et dans mes rêves, je suis un chef d'orchestre, mais la vérité, je ne suis pas musicienne, même si j'ai une connaissance de la musique classique immense. Et aussi, personnellement, d'être chef d'orchestre, on doit être franchement au minimum un capitaine. Et le meilleur, c'est un général. Et je suis quelqu'un très solipsiste et privé. Mais tout le monde a une vie en parallèle. Et Aurore a ça. Et Aurore aussi, elle est non-verbale. Ça, ce n'est pas mon fils. Max est très verbal. Et elle parle avec une tablette. Et elle a un pouvoir magique. Elle peut lire derrière des yeux des autres. Mais ça, c'est un peu toi aussi, parce que tu fais ça. Tu parles longtemps avec les gens, avec ce chauffeur de Uber, parce que tu essayes de savoir, tu observes beaucoup. En fait. Et en fait, tout est dans tes livres. Oh non, Aurore, c'est moi. Ça, c'est un peu comme Flaubert avec Madame Bovary, mais Aurore, c'est moi. En fait, de temps en temps, je pense que j'ai un aspect presque artiste. Tous les romanciers, on est très seuls, en fait. Pendant mon mariage, en fait, une voisine, à Londres, m'a dit une fois, je t'ai vu dans le parc tout le temps. Tu parles à toi-même tout le temps. Et j'ai répondu, typiquement, en fait, c'est des dialogues dans la tête pour le livre, mais oui, c'est moi aussi. Donc oui, j'ai un aspect autiste, j'en suis sûr de ça. Pourquoi pas? Et aussi une autre chose avec Aurore, en fait, et ça, c'est très important pour les jeunes lecteurs et lectrices. C'est l'idée, qu'est-ce que c'est la normalité? Et pourquoi on est obsédé par la normalité? Une vie normale. Quoi?
Et honnêtement, dans ces romans, l'idée d'être différente, ça c'est cool. Et ça c'est plus intéressant. Éviter la normalité. J'ai dit ça une fois à ma fille, elle est jeune écrivaine à New York maintenant. Elle a juste terminé son premier roman. Et elle a eu une représentation de sa première pièce de théâtre par des acteurs professionnels à New York il y a 3 semaines. C'était pas mal aussi. C'est bon. Mais je lui ai dit, si vous voulez faire des choses, en fait, contre papa, vous allez épouser un expert comptable. Ça, c'est impossible avec Amelia. Voilà. Quand tes enfants étaient plus jeunes, comment est-ce que tu écrivais? Comment est-ce que tu trouvais le temps d'avoir cette part d'utilisation de ton imaginaire? C'est intéressant. J'ai lu un livre de Alexandra Styron, la fille de William Styron, grand écrivain américain des années 60-70. La choix de Sophie, des choses comme ça. Et il était franchement féroce. Son bureau, il y a un panneau. Pas du tout. Pas du tout. Et si on a frappé à la porte, c'était en fait une crise horrible. Avec mes enfants, en fait, la porte était ouverte tout le temps. Je peux sacrifier, en fait, une phrase d'être avec mes enfants. J'ai voyagé, en fait, beaucoup pendant leur enfance aussi. Peut-être 10 jours par semaine, j'étais ailleurs. Par mois. Par mois, oui, par mois. Par mois, 10 jours par mois, désolé. J'ai fait des petites erreurs. 10 jours par mois, j'étais ailleurs, mais ça m'aidait aussi. Et oui, en fait, et on est proche maintenant. La vérité, en fait, on peut être à la maison tout le temps et malheureux, ou on peut être à la maison 3 semaines par mois, et on est plus heureux, ou 20 jours par mois. Quoi qu'il en soit, ça reste toujours la colonne vertébrale aussi de cette réflexion que tu as dans ton écriture, qui est le monde autour de nous bouge, très bien. La famille est un socle difficile sur lequel il faut se construire. Bon, le couple, c'est pas un endroit que tu adores, hein, on l'a vu dans ton écriture, c'est pas... Je suis célibataire. Okay. Après 2 mariages et des autres choses. Alors, oui, et franchement, en fait, la solitude, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal. En fait, j'ai une vie, je n'ai pas à discuter ça. Ça, c'est une autre chose. En fait, je n'ai jamais écrit des choses au sujet de ma vie intime. Je suis hyper privé à ce sujet. Et parce que je ne suis pas un livre ouvert. Si je voulais écrire quelque chose au sujet de quelque chose de personnel, je vais faire ça, mais de manière quand je n'ai jamais, par exemple, écrit quelque chose au sujet de mes enfants chez Facebook ou quelque chose comme ça. J'ai écrit 2 articles au sujet de Max quand il a gagné une place à l'université. Ça, c'était pour le Washington Post, mais j'ai discuté ça avec Max en avance. Et aussi, en fait, oui, une fois quand il avait 13 ans, je lui ai dit, OK, tu as 13 ans, tu vas voyager où? Et il a répondu, Las Vegas. Et j'ai pensé, ça sera intéressant, Max à Las Vegas. C'était superbe. Las Vegas qui est franchement horrible, mais aussi en même temps passionnante parce que c'est si horrible. Mais en dehors de ça, non. En fait, il y a des limites tout le temps. Tu écris des pièces de théâtre, tu écris des romans, tu écris des articles, tu écris des essais, oui, tu écris des scénarios. Oui, je commence à écrire. En fait, j'ai 3 séries de télé en développement. Si ça va arriver, ça c'est le casino, le monde du cinéma et de télé. Mais c'est intéressant. Au début et à la fin, je suis romancier, mais j'écris tout le temps. Mais quel est l'endroit que tu préfères dans toutes ces écritures auxquelles tu reviens toujours? C'est la fiction, les romans? C'est des romans. Et aussi au sujet de l'écriture, franchement, en fait, j'ai fait en fait une conférence 30 minutes d'ici il y a quelques jours. J'ai pris le tram
comme d'hab, et j'ai ouvert, en fait, mon ordinateur, et j'ai écrit 30 minutes. Je peux faire ça dans le train, en fait, un vol, en fait, dans un café. J'écris beaucoup. C'est très intégré dans ma vie. Mais aussi, j'ai une vie. Le truc, on ne peut pas contrôler, en fait, le monde. On ne veut pas contrôler le monde ou des autres. Je peux contrôler l'écriture. C'est la seule chose que je peux diriger d'une certaine manière. Et j'aime ça, franchement. Et c'est une forme d'équilibre pour moi. Je connais des gens qui ont peur de la page blanche. Ça, ce n'est pas un problème pour moi. Au début de ma carrière, oui. Maintenant, non. Mais aussi, avec chaque livre, il y a toujours une crise créative au milieu de ça. J'accepte ça maintenant. Je suis au milieu maintenant. Le 27e est livré il y a 2 semaines. Et ça, c'était en fait le moment de vérité quand en fait j'ai livré ça à Caroline Ast, mon éditrice qui aussi dirige les éditions Belfond. Et quand je n'ai pas en fait le mot depuis en fait 8 jours, j'ai envoyé un email en fait chère Caroline, le suspense est vertigineux. Je t'embrasse, Douglas. C'est tout, c'est tout. Et puis elle m'a dit, mes excuses, désolé, en fait, je l'adore. Et clairement, j'ai certaines critiques. Et voilà, mais ça, c'est aussi, en fait, la vie d'un écrivain. Et j'ai dit ça à des jeunes écrivains tout le temps. Comment luttez-vous avec, en fait, le doute? Parce que le doute est permanent quand on écrit, surtout si on est sérieux. Comment, en fait, acceptez-vous la solitude? Parce qu'on est seul tout le temps. Aussi, comment acceptez-vous des déceptions et des réjections? Parce que même si, à mon niveau, il y aura des déceptions. Et aussi, avez-vous 20 ans? Ça, c'est la question la plus dure. Parce que pour moi, en fait, j'ai connu le succès avec L'Homme qui, et j'avais 41 ans. Ça, c'était après 13 ans de l'écriture professionnelle. Depuis, en fait, franchement... Ça a complètement changé ton rapport à l'écriture et au monde, l'homme qui voulait vivre sa vie? Je peux acheter une maison. Je peux subventionner... franchement, une école privée pour Max chez nous avec le système ABA qui est utilisé pour, franchement, enseigner les enfants autistes que Brigitte Macron utilise dans son école à Paris. C'est très connu. En dehors de ça, il y avait toujours le prochain roman et le prochain roman et le prochain. Ça, c'est la vie d'un écrivain. Et je n'ai jamais pensé, OK, maintenant, en fait, je vais écrire ça parce que le marché a besoin de ça, ou ça, c'est ridicule. Et ça, c'est aussi, pour moi, ça, c'est un point de vue, en fait, commercial, en fait. Et ce n'est pas moi. Un roman, maintenant, c'est 1 an et demi avec toutes les corrections, des choses comme ça, la promotion de ma vie. Et il faut être, en fait, hyper passionné par le sujet. Mais aussi, le moment quand on pense du marché, ça, c'est le début d'une grande chute. Et une autre chose, le moment quand on pense, j'ai écrit un chef-d'œuvre, ça, c'est un piège. Ça, c'est un grand piège. J'ai rencontré des gens comme ça. Pour revenir aux hommes qui ont peur de la lumière, c'est un livre dans lequel on voit apparaître de la violence. Ça, c'est assez rare dans ton écriture. Mais c'est les États-Unis. On est violente. On est très violente tout le temps. On est extraordinaire et on est violente. Alors, quel rapport tu as avec ce pays que tu adores et qu'en même temps qui te déçoit? J'ai un pied ici, un pied là-bas. J'ai un passeport irlandais, ça c'est utile. J'ai un appart à Paris et Londres. J'ai un fils à Paris et Berlin et mon fils est chez moi à Londres. En même temps, c'est chez moi, les États-Unis. C'est
mon pays, c'est ma famille, c'est mon dispute. Mais pour moi, c'est important d'être là-bas une moitié de l'année et d'être au milieu. Je paie mes impôts aux États-Unis, je vote aux États-Unis. Au début et à la fin, je suis américaine, mais en même temps, il y a beaucoup de... qu'est-ce que c'est un Américain, en fait? Ça c'est autre chose. Je suis New-Yorkais. Et le New York de mon enfance et mon adolescence a disparu maintenant. C'est très neutralisé. Toutes les petites commerçants ont disparu dans la ville, c'est trop cher. La mondialisation, culturellement, ça reste très intéressant, mais en fait, c'est très... ma fille m'a dit récemment à moi, je regrette, je n'ai pas commencé ma carrière comme toi à la fin des années 70. C'était plus facile. Et elle a raison. Elle a complètement raison. Le monde a changé, mais il faut continuer. Le monde a besoin des histoires. Dans ce livre, il est question aussi de quelque chose qui te touche, puisque tu dis que écrire aujourd'hui, c'est aussi financièrement, c'est quand même un choix. Et dans ce livre, il est question de ça. Aujourd'hui, pour survivre, je parle même pas de vivre en fait, puisque voilà, tu parles de ça. On le voit bien dans ton livre. Il faut plus gagner un minimum, il faut gagner énormément. Énormément. Ça, c'est un sujet central dans ce livre-là. Oui, tout à fait. Qui rend fou les personnages. Mais quand quelqu'un a dit, oh, l'argent ne m'intéresse pas, typiquement, c'est quelqu'un avec une fortune familiale. Honnêtement, l'argent, en fait, Balzac m'a beaucoup influencé, mais l'argent est derrière de tout. Toujours. Aux États-Unis, l'argent, c'est la religion civile. Si quelqu'un a l'argent, immédiatement, tout le monde pense c'est un génie. Je pense que Elon Musk n'est pas un génie. Je pense que Trump n'est pas un génie, ni Bezos. Bill Gates, c'est un homme intéressant. Et ça, c'est quelqu'un de très cérébral. Et aussi qui a utilisé son argent d'une certaine manière positive. J'imagine aussi, comme homme d'affaires, il est impitoyable. Ça, c'est des personnages qui ne t'intéresseraient pas dans des romans, de ce côté Gatsby, le magnifique? Oui, Gatsby, le magnifique, pour moi, c'est le roman américain le plus parfait. Aussi parce que le sujet est l'argent et le succès et le fait qu'aux États-Unis, on peut se réinventer tout le temps. Mais aussi, à Gatsby, c'est ici, en fait, d'une certaine manière, la question des classes sociales. J'habitais 23 ans en Angleterre. Et pendant ces années, même si j'ai un grand respect pour beaucoup de choses, et j'aime Londres, ce n'est pas comme j'adore Londres, je suis devenu complètement anglophobe à la fin de mes années là-bas. Et la question de la classe, c'est toujours omniprésente. Le moment où quelqu'un commence à parler, en fait, oh, hello, how are you? How are you? Ça, c'est un accent très poche, immédiatement. Ça, c'est Boris Johnson ou quelqu'un comme ça. Yeah. Oh, know what I mean, mate? Yeah, right, yeah. Ça c'est de l'Est de Londres. Oui, je suis pas mal comme une mimique. Mais c'est de l'Est de Londres, ça, c'est un Cockney. Et immédiatement, en fait, on est dans une certaine boîte. Oui. Aux États-Unis, en fait, c'est l'argent qui détermine beaucoup, même si, en fait, clairement, dans certains endroits de l'Est, il y a des WASP, une certaine aristocratie des WASP. La famille Bush, par exemple. Même si George W. est devenu Texan, ils sont hyper WASP, hyper de côte l'Est. Et oui, très noblesse oblige américaine. Mais ça, c'est des personnages qui t'intéressent moins, toi. Toi, ce que tu aimes, c'est les personnages qui se battent, qui cherchent à savoir qui ils sont. Mm-hmm. J'ai gagné une place dans, en fait, le lycée le plus prestigieux à New York. Et j'étais un de, peut-être, on avait
45 gosses par an, très sélectif. Et j'étais un de 7, en fait, étudiants dans mon année de la classe moyenne. Le reste, c'est des fils de plutocrates, des hommes riches. C'était John Kennedy Jr. était là-bas, le fils de Leonard Bernstein, le chef d'orchestre. Le fils de, en fait, le mec qui a fondé Seagram's. Des choses comme ça. À cause de ça, je suis très suspicieux de l'argent. Et aussi, je pense que l'argent, honnêtement, en fait, l'argent maintenant, c'est une question de pouvoir. C'est toujours une question de pouvoir, mais maintenant, de plus en plus, en fait, par exemple, aux États-Unis, en fait, peut-être l'homme le plus influentiel depuis l'époque de Reagan, et quelqu'un en dehors du politique, c'est M. Murdoch, Rupert Murdoch. Fox News, The Wall Street Journal, en fait, il est australien, qui est devenu américain, et franchement, il a changé le discours politique. Et c'était quelqu'un qui a créé, surtout avec Fox News, qui est le prof de parti républicain, mais aussi un point de vue féroce contre des élites, contre des hommes éduqués. Franchement, il a créé la guerre culturelle qui existe maintenant. Et c'est un homme, en fait, au-delà de riche. Oui, il a acheté 20th Century Fox aussi. Il a un empire extraordinaire. L'argent maintenant, en fait, aux États-Unis. Honnêtement, j'ai lu un article dans une revue politique quand je suis né en 55. La gouffre entre la classe professionnelle et des riches, peut-être c'est 10 fois par le salaire d'un médecin ou un avocat très élevé, quelque chose comme ça. Maintenant, c'est 500 en plus. Ça, c'est extraordinaire. Et franchement, en fait, la question de l'État, qu'est-ce que c'est l'État aux États-Unis? En fait, je vis une moitié de ma vie ici en France. Et ça, c'est le truc. Un mec comme Brandon, et le chauffeur d'Uber m'a dit ça quand j'étais licencié, j'ai reçu 8 mois de salaire et 1 an de, en fait, l'assurance médicale. Et c'était au revoir. Ce sera ma dernière question. Tu sais, je pensais à ça en venant préparer l'interview pour ce soir. Tu vois, Boulevard et Pécuchet, ils parlent de finalement ce que l'argent et les nouvelles technologies, enfin, on pourrait le lire comme ça, en tout cas, les avancées de l'homme finissent par rendre ridicule le monde. Oui. Il y a ça dans ton livre, mais la différence, c'est que chez toi, c'est pas drôle. Hein. On rit pas quand même. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. On vit pendant une période, en fait, c'était impossible de prévenir cette période il y a 30 ans. Le fait que tout le monde est obsédé par ça. La mort moderne. C'est ça, mais ça te met dans quel état, toi, en fait? Alors... Dans un resto comme ça. J'ai eu une petite amie il y a quelques années, en fait, et ça basculait quand elle a perdu son portable pendant des vacances. En fait, c'est une journaliste et elle est devenue vraiment hystérique. En fait, je lui ai dit, ce n'est pas, en fait, comme c'est ton fils, oui, arrête. Mais on est complètement connecté maintenant et en même temps complètement déconnecté. Oui. Alors, tu es un auteur quoi? Quand on lit ce livre, en fait, on se dit quoi? Tu es un auteur qui est réaliste, triste je ne suis pas triste, je suis très réaliste. En fait, je vis au milieu du monde entier. En fait, je prends le métro, la tram comme tout le monde. En fait, je fais des courses comme tout le monde. J'ai une vie un peu différente parce que je crie.
Mais j'observe tout le temps et tout m'intéresse, en fait. J'ai dit ça à des jeunes écrivains, regarder des prix des choses. Pour en faire quoi? Qu'est-ce que tu aimerais que tes lecteurs fassent de tes livres? Est-ce que tu aimerais que ça déploie chez eux une énergie plus combative, moins résignée? Au début et à la fin, j'espère qu'en fait, on va tourner la page. Et aussi, on saura... mais vraiment... Et ça, ce n'est pas un péché mortel, en fait. J'aime le fait que, par exemple, à Paris, j'ai des universitaires de Sciences Po ou École normale supérieure qui lisent mes romans, mais aussi ma concierge. Et j'adore le fait que je peux, en fait, j'ai une lectorat très, très, très différente. Mais oui, tourner des pages, mais aussi d'être provoqué. Oui, et j'espère qu'en fait, le roman fonctionne un peu comme un miroir. On lit, je pense, au début et à la fin, pour découvrir on n'est pas seul. Donc en fait, tu lances une conversation à travers tes romans avec tes lecteurs? Tu lances des conversations? Oui, toujours. Okay. Ça, c'est aussi l'idée, en fait. Le truc, c'est une des raisons pour lesquelles j'écris CG et je travaille avec une éditrice, oui, à Paris et aussi à Londres. Honnêtement, en fait, c'est quand j'écris, en fait, le premier jet, en fait, je vomis, tout arrive, et puis je coupe. En fait, le roman que j'ai livré il y a 2 semaines, en fait, ça commençait un manuscrit de 660 pages. Maintenant, c'est 443 pages. Et Caroline, mon éditrice, m'a dit, on peut couper un autre 30, j'en suis sûr. Et on va couper un autre 30. Mais ça, c'est le processus. Et j'aime le fait que même si c'est la symphonie du hasard, les 3 tomes, c'est plus de 1300 pages, si on est franchement captivé par ça, pour moi, en fait, j'ai dit ça à des jeunes écrivains, l'écriture, c'est une forme de la séduction. Et au début, il faut séduire, il faut demander, en fait, de lecteur et lectrice, OK, pourriez-vous voyager avec moi pendant 4, 5, 600 pages? Et ça, c'est, en fait, le métier aspect de l'écriture aussi. Le fait que c'est un art, mais aussi c'est un métier. Et le fait aussi, il n'a pas de règles. Il n'a pas de règles. En fait, chaque écrivain est complètement atypique. Flaubert a écrit 300 signes par jour et Georges Simenon, 40 pages. 40 pages. Simenon peut écrire un roman pendant 15 jours, entre 8 femmes en même temps. Oui. Et toi, 2 par jour, quoi qu'il arrive? 2 pages. 2 pages par jour, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, j'ai écrit 4. Yes. J'ai écrit 4 aujourd'hui. C'est là-bas, à côté de madame, dans mon sac. Je lui ai dit, pourriez-vous garder ça? Parce que j'ai toujours, en fait, un petit ordinateur portable avec moi. Parce que peut-être qu'il y aura la médiathèque dans laquelle nous sommes dans ça et le dîner ce soir, en fait, j'aurai une demi-heure et je vais trouver, en fait, un apéro et j'écris un peu. Je vais écrire. Merci beaucoup, Douglas. Merci à vous.